大家好，我们是法国双为什么 Bonjour, ici c'est Pourquoi la France. Aujourd'hui on a un invité spécial, c'est Marc Julienne. Il est le spécialiste de la Chine à l'EFRI. Bonjour Marc. Bonjour Julie. Est-ce que tu peux te présenter quand même? Oui, alors moi je suis chercheur en sciences politiques et relations internationales et je travaille donc à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, où je suis en charge justement de toute la recherche sur la Chine, et en plus de la Chine, effectivement, je regarde beaucoup ce qui se passe à Taïwan. Taïwan maintenant c'est très parlé, très discuté en ce moment au niveau international, parce que la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, vient de rendre visite à Taïwan, malgré les menaces de la Chine. Taïwan, là maintenant, on en parle beaucoup dans les médias français. Donc c'est pour ça que j'aurais fait cette vidéo. Aussi pour répondre à certaines questions des Français qui posent pourquoi Taïwan ne fait pas partie de la Chine et pourquoi on doit soutenir Taïwan et surtout qu'est-ce qui se passe là-bas. Pourquoi c'est important pour nous. D'abord, est-ce que Marc, tu peux nous expliquer pourquoi on doit prêter attention à cet événement? Alors oui, cet événement il est important et comme tu l'as dit, il a provoqué la colère de Pékin, puisque c'est Nancy Pelosi est donc une femme politique très importante aux États-Unis. Donc c'est la présidente de la Chambre des représentants, et donc c'est le troisième personnage le plus important de l'État américain. Et donc c'est quelque chose que la Chine n'accepte pas, ou plutôt n'accepte plus, puisque en réalité les relations entre des parlements, donc là en l'occurrence c'est le Congrès, le Parlement américain, et des parlements européens, par exemple, y compris le Parlement français. Ces relations-là avec Taïwan sont traditionnelles et régulières depuis bien longtemps. D'ailleurs, tu l'as vu, c'est même pas la première fois que le président de la Chambre des représentants se rend à Taïwan, puisque la dernière fois c'était il y a 25 ans, donc c'était pas la première fois. Donc. Voilà, et donc depuis quelques années, il y a vraiment un renforcement de l'agressivité, et voire même de la coercition de la Chine à l'égard de Taïwan, qu'elle soit politique, militaire aussi, il y a beaucoup d'exercices militaires qui sont de plus en plus fréquents et de plus en plus grande envergure. Il y a aussi une pression informationnelle, c'est-à-dire avec de la désinformation sur les réseaux sociaux, avec des attaques cyber, des choses comme ça. Et donc tout ça, ça s'accélère depuis plusieurs années, depuis je dirais 2016-2017, à peu près, donc l'élection de la présidente actuelle, Tsai Ing-wen. Et puis, ça s'est particulièrement accéléré depuis 2020 dans le contexte de la crise du Covid-19. Et donc là, le geste américain, cette visite-là, c'est peut-être une manière pour les États-Unis de poser certaines limites et surtout de réaffirmer ce qu'était en fait la norme depuis des décennies, ces relations entre non pas le gouvernement américain, mais le Congrès, donc c'est-à-dire le Parlement américain. Et ça c'est très important, puisque évidemment les autorités chinoises ont fait exprès de ne pas comprendre et de dire cette Nancy Pelosi représente le gouvernement, donc le pouvoir exécutif, alors que c'est faux, Nancy Pelosi représente le pouvoir législatif. Oui, il y a une division. Évidemment. Mais ça, Pékin fait exprès de ne pas comprendre et d'ignorer totalement ça, puisque en Chine, c'est très difficile de faire la distinction entre un principe qui est normal pour les Taïwanais et pour les Français et pour les Américains, c'est le principe de séparation des pouvoirs. Donc Nancy Pelosi, en venant à Taïwan, elle ne remet pas en cause la politique étrangère des États-Unis, elle ne remet pas en cause la diplomatie américaine, parce que la diplomatie, c'est le pouvoir exécutif, mais elle fait ce que le Congrès américain a toujours fait, c'est ce qu'on peut appeler de la diplomatie parlementaire, et donc elle se rend là-bas sous cette Est-ce que la France aussi, vous faites aussi la diplomatie parlementaire avec Taïwan? Bien sûr. L'Assemblée nationale, le Sénat ont des groupes au sein de ces deux chambres du Parlement français. Il y a des groupes de travail sur les questions franco-taïwanaises, et il y a des échanges réguliers. Et il n'y a pas qu'en France, puisque le Parlement européen aussi a récemment envoyé une délégation. La raison pour laquelle cet événement a attiré autant d'attention, c'est parce que la Chine, d'une manière répétitive, lançait des menaces, des manœuvres militaires. Ça, pour moi, c'est pas acceptable de faire quelque chose comme ça pour un État souverain. Absolument. Et une question qui est vraiment centrale, là, je crois, dans ce qui se passe aujourd'hui, c'est la question du statu quo. Donc, le statu quo, il existait depuis des décennies entre Taïwan et la République populaire de Chine, et on peut
le matérialiser par ce qu'on appelle la ligne de démarcation du détroit de Taïwan. Donc c'est une sorte de frontière, de ligne imaginaire au milieu du détroit. Il était tacitement accepté par la République populaire de Chine et par Taïwan qu'il n'y a pas de manœuvre militaire de part et d'autre de la ligne. Donc ça, c'était le statu quo. Donc c'est important parce que aujourd'hui, la Chine dit que les États-Unis sont en train de remettre en question ce statu quo. Moi, j'ai une autre analyse de la situation, c'est que c'est la Chine depuis plusieurs années, n'a fait que remettre en question, n'a fait que tester ce statu quo de la ligne médiane, et particulièrement depuis 2020, avec des exercices aériens qui sont de plus en plus réguliers et qui sont en fait quasi quotidiens, où il y a des avions militaires chinois alors, qui volent dans ce qu'on appelle la zone d'identification et de défense aérienne de Taïwan. Ces appareils militaires, petit à petit, ils volent de l'autre côté de la ligne et plus en plus loin de l'autre côté de la ligne. Et au début, c'était juste de temps en temps, juste quelques avions. Et puis petit à petit, c'est des dizaines d'avions. Par exemple, hier, il y a eu 27 avions. Et aussi, ils vont beaucoup plus loin, parce qu'avant, c'était juste... on mordait un peu de l'autre côté de la ligne et ils repartaient. Et puis maintenant, ils vont jusqu'au sud-est de Taïwan, donc quasiment en fait dans l'océan Pacifique. Et avec ces exercices militaires, on a toujours une propagande dans les médias d'État chinois sur le fait que, une fois, je me souviens d'un éditorial dans le Global Times, donc un quotidien très nationaliste en République populaire de Chine, qui disait, vous voyez, c'est la preuve qu'on est capable d'entourer intégralement l'île et de faire une zone d'exclusion aérienne. Donc c'est faux, c'est plus compliqué que ça de faire une zone d'exclusion aérienne. La Chine a dit c'est les États-Unis qui a fait la provocation inutile. Donc en fait, c'est pas les États-Unis qui fait la provocation, c'est la Chine plutôt depuis plusieurs années. C'est ça, la Chine dit que les États-Unis remettent en cause, voire rompent leur politique d'une seule Chine, et donc ils rompent le statu quo. Quand je regarde ce qui se passe dans la zone, c'est justement que d'un point de vue politique et d'un point de vue militaire, c'est plutôt Pékin qui petit à petit grignote. C'est une stratégie d'ailleurs qu'on connaît bien de la part de la Chine. Certains l'appellent la stratégie du fait accompli, et c'est une stratégie qui est mise en œuvre en mer de Chine méridionale, où petit à petit, depuis plus de 10 ans, la Chine et l'armée chinoise ont pris des positions en mer de Chine méridionale, et tu as dû le voir, ils ont aussi construit des îlots, on appelle ça la poldérisation, c'est-à-dire sur des récifs, ils ont construit artificiellement des îles pour ensuite mettre en place, déployer des équipements militaires, des avions, enfin des systèmes de défense antiaérien, etc. Donc je dis pas, c'est pas du tout la même chose qui se passe en mer de Chine méridionale avec Taïwan, mais la stratégie est un petit peu la même, c'est de tester petit à petit les limites. Tester d'abord les limites de Taïwan, du gouvernement, de la société civile et de l'armée, c'est-à-dire jusqu'où les avions militaires chinois ou les bateaux de l'armée chinoise vont pouvoir aller sans que l'armée taïwanaise ne réponde trop fortement et sans que les Américains répondent trop fortement. Et voilà, c'est là où je pense que les États-Unis, en tout cas Nancy Pelosi, peut-être que sa volonté c'était un moment de poser des limites en disant non, n'oubliez pas qu'on est là et qu'on soutiendra Taïwan. Ça ne remet pas en question la politique de la Maison Blanche, la politique du gouvernement américain, mais par contre personne ne veut d'une guerre dans le détroit de Taïwan, et donc la coercition militaire chinoise à l'égard de Taïwan n'est pas acceptable. Personne ne remet en question la politique d'une seule Chine, personne n'a déclaré l'indépendance de Taïwan. Et d'ailleurs, en fait, Taïwan n'a pas déclaré son indépendance, donc c'est les Taïwanais que ça concerne. En revanche, on n'accepte pas, on ne tolère pas qu'il y ait une remise en question du statu quo par Pékin. Les menaces de la Chine ne concernent pas seulement Taïwan. En fait, Taïwan, c'est juste la première étape. L'ambassadeur a dit qu'il veut dominer le monde. Taïwan et après aussi la mer sud de la Chine. Je ne sais pas s'ils veulent ou s'ils arriveront à dominer le monde, parce que la Chine est un grand pays avec une grande population et c'est une grande puissance, y compris militaire. Mais c'est un pays qui n'a pas beaucoup d'amis et qui n'a pas beaucoup d'alliés. Parmi les amis de la Chine, il y a la Corée du Nord, la Russie de plus en plus, le Pakistan, je dirais que c'est un très bon partenaire. Est-ce que c'est un ami? Le Pakistan est ami avec les États-Unis, le Pakistan est ami avec la Chine. En fait, le Pakistan il est surtout ennemi avec l'Inde. Et donc, tous les ennemis de l'Inde sont les amis de la Chine. Et sinon, après, il y a la Corée du Sud, le Japon et toutes sortes de pays, l'Inde évidemment, qui sont plutôt hostiles, en tout cas qui ont des relations extrêmement difficiles avec la République populaire de Chine. Et donc, sur la conquête du monde, je sais pas, là je trouve que c'est presque un peu science-fiction, je pense pas que la Chine va
vouloir ou avoir les capacités de conquérir le monde demain. En revanche, je sais que le Japon est très inquiet de ce qui se passe actuellement à Taïwan et dans le détroit de Taïwan. Les exercices militaires chinois, il y a eu là un certain nombre de missiles balistiques chinois qui ont été tirés dans la mer, et sauf qu'il y en a certains de ces missiles ont été tirés dans la mer, mais dans une zone qui est la zone économique exclusive du Japon. Oui. La raison pour laquelle je parle de ça, c'est que des fois, des Français pensent que c'est très éloigné et ça ne nous concerne pas, mais en fait, ça nous concerne tous, en fait, parce qu'il veut imposer un modèle totalitaire dans le monde, oui. Oui, absolument. Alors, sur la dimension idéologique, c'est sûr que pour des pays démocratiques, comme les États-Unis, comme la France, et comme les pays de l'Union européenne, c'est sûr que personne n'a envie de voir Taïwan, qui est une jeune démocratie, et une démocratie qui, pour moi, est exemplaire, même par rapport aux démocraties européennes, dans le fonctionnement. Non, mais c'est vrai, dans le fonctionnement, dans l'usage, par exemple, des nouvelles technologies. Nous, on est une vieille démocratie, on a du mal avec, c'est un peu comme les grands-parents, ils ont du mal avec les nouvelles technologies. À Taïwan, tout ça se fait de manière très, très fluide, mais surtout avec respect pour les principes démocratiques, alors que dans d'autres pays, en Chine par exemple, la technologie est utilisée plutôt pour servir l'autoritarisme. Donc ça, c'est pour ça que Taïwan et la Chine sont à ce point-là des contre-modèles, ils sont des opposés absolus. La démocratie taïwanaise est un régime politique qu'on pourrait soutenir qu'on devrait même soutenir quand on vient d'une démocratie comme la démocratie française ou américaine par exemple. Il y a aussi beaucoup d'autres raisons qui sont plus triviales mais qui sont quand même très importantes, et peut-être que l'ensemble de la population française par exemple ne s'en rend pas totalement compte. En revanche, je crois que nos dirigeants, en tout cas au niveau de l'Union européenne, s'en rendent compte. Et ces arguments-là, c'est par exemple le fait que s'il y a une guerre dans le détroit de Taïwan, le détroit de Taïwan, c'est une route commerciale extrêmement importante au niveau mondial. Et donc ça veut dire que nous, pour nos exportations et encore plus pour nos importations de produits qui viennent de Corée, du Japon, même de Chine et de Taïwan, puisque Taïwan est un partenaire commercial important de la France, et ben tout ça risque de bloquer. Et puis il y a un exemple que peut-être de plus en plus de gens maintenant connaissent, c'est l'exemple technologique, parce que depuis la pandémie de Covid-19, les gens ont réalisé à travers le monde que Taïwan était certes un petit pays, une petite île de 23 millions d'habitants, mais en fait c'était une très grande puissance technologique. Et notamment, en fait, nous même en France, on utilise beaucoup d'informatique qui vient de Taïwan, comme Acer, Asus, etc. Mais surtout, Taïwan est un très grand producteur de composants électroniques, et par exemple c'est les semi-conducteurs. Et les semi-conducteurs, Taïwan est un peu le champion du monde. C'est grâce à ces semi-conducteurs les plus performants au monde qui sont produits à Taïwan et par des entreprises taïwanaises, qu'on est capable de faire les meilleurs processeurs pour nos smartphones, de construire la voiture autonome demain, de développer l'intelligence artificielle et une multitude d'autres nouvelles technologies qui sont très importantes. Et ça, les pays, en tout cas en Europe, on en a conscience. Et je pense à Josep Borrell, qui est en fait un peu le super ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne. Alors son titre exact c'est haut représentant aux affaires extérieures de l'Union européenne, mais bon, on va l'appeler ministre des Affaires étrangères, a dit à plusieurs reprises que la sécurité de l'Union européenne dépendait de la stabilité dans le détroit de Taïwan, et notamment la sécurité technologique de l'Union européenne dépendait de la sécurité de Taïwan. S'il y a une guerre dans le détroit de Taïwan, l'Union européenne va se retrouver en grande difficulté de toute façon. Et c'est pour ça que les membres du G7, donc le groupe des 7, donc les États-Unis, le Japon, la France, l'Australie, le Royaume-Uni, etc., l'Allemagne évidemment, ont fait une déclaration conjointe, donc c'est en condamnant les menaces et les intimidations de la part de la République populaire de Chine à l'égard de Taïwan, et c'était avant le début des exercices, et condamnait les exercices militaires à venir dans le détroit et au-delà du détroit. Il y a des Français qui demandent mais pourquoi Taïwan veut être indépendant, vous faites partie de la Chine. Donc on ne peut pas parler l'événement sans parler de l'histoire de Taïwan. Si vous voulez regarder l'explication plus complète, vous pouvez regarder, j'ai déjà fait une vidéo avec professeur Stéphane Corcuff, vous pouvez regarder, mais maintenant on va discuter un peu d'une manière brève pourquoi Taïwan, pour nous, pour les Taïwanais, on ne fait pas partie de la Chine. Première chose, pour nous, c'est Taïwan, le nom officiel, c'est République de Chine.
La République de Chine, là, cette année, on fête déjà 111 ans. Et la République populaire de Chine, la Chine, là, cette année, il fête, je crois, 62 anniversaires. Donc, en fait, la République de Chine, de Taïwan, on l'a fondée avant la République populaire de la Chine. Donc, c'est la première raison qu'on ne fait pas partie de la Chine. Et deuxième, c'est pour moi, à chaque fois qu'on parle de l'histoire de Taïwan, les Français ou les Occidentaux ont tendance de commencer par la guerre civile. L'histoire de Taïwan est datée beaucoup plus longtemps que ça. D'abord, on a des aborigènes qui sont installés 3000 ans avant. Et après, la première force étrangère qui s'installait à Taïwan, c'est les Européens, c'est les Hollandais ou c'est les Espagnols. La Chine a s'installé juste une partie de Taïwan. Pour toi, comment on peut expliquer pour les Français? Ton explication est très bonne. Après, oui, effectivement, si on revient en fait sur un peu plus d'un siècle d'histoire, Taïwan a fait partie de l'empire chinois Qing de la fin du XVIIe jusqu'à la fin du XIXe. De Mandchourie, oui. Alors, et puis, il y a eu une guerre entre la Chine et le Japon, et cette guerre-là est perdue par l'empire chinois. Et à l'issue de cette guerre, il y a un traité qui s'appelle le traité de Shimonoseki, et d'après ce traité, Taïwan va être confié, va être donné au Japon. Donc en fait, pendant 50 ans, pendant les 50 ans qui vont suivre, de 1895 jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945, Taïwan qui a été un peu européenne, qui a été un peu chinoise, et est aussi pendant 50 ans japonaise. Et c'est les Japonais d'ailleurs qui vont être très influents, je pense, dans la société, dans les infrastructures aussi, dans les grandes constructions. Qui a vraiment géré Taïwan pendant ces pendant ces 50 ans-là, en Chine, ce qui s'est passé, c'est la chute de l'empire Qing en 1911 et la proclamation de la République de Chine, donc de Taïwan, voilà, qui est maintenant aujourd'hui à Taïwan. De 1912 jusqu'à 1949, l'histoire de la Chine continentale est très bouleversée, puisque c'est une guerre civile entre les communistes de Mao et les nationalistes du Kuomintang. Et puis en 1949, c'est finalement les communistes qui vont remporter la guerre civile contre les nationalistes du Kuomintang, de Chiang Kai-shek, et les nationalistes vont se réfugier sur l'île de Taïwan, et donc le régime de la République de Chine qui a été fondée en 1912 va se réfugier à Taïwan. Mais par contre, d'un point de vue international, pour l'ensemble de la communauté internationale, la Chine reste Taïwan. Oui. 1971, exactement. En fait, jusqu'en 1971, donc 20 ans après la proclamation de la République populaire de Chine, c'est toujours Taïwan, la République de Chine, qui siège à l'ONU. Et c'est que depuis 1971 que c'est la République populaire de Chine qui a remplacé Taïwan à l'ONU. J'irai peut-être un peu plus loin aussi pour expliquer l'histoire politique de Taïwan qui, moi, je trouve est extrêmement intéressante. Et ce qui est le plus formidable en fait dans l'histoire récente de Taïwan, c'est que la République de Chine, en 1949, très franchement, c'était pas un régime dans lequel on aurait envie de vivre. C'était une dictature vraiment très forte. Il y avait la loi martiale a été imposée pendant près de 40 ans. Plus long loi martiale dans le monde. Donc en fait, Taïwan, aujourd'hui, on en parle comme une démocratie et comme si c'était normal pour tout le monde. Mais en fait, non. Seulement 50 ans, je pense. Et c'est ça qui est incroyable. C'est ça qui est vraiment incroyable, c'est qu'en fait, pendant plus de 40 ans, Taïwan a été une dictature. Et puis, à partir des années 80, et puis progressivement, sans révolution, sans bain de sang, sans violence, il y a eu une transition vers un régime démocratique. Donc d'abord, plus de parlementarisme, Lee Teng-hui, qui est très important. Et donc, qui sera le premier président à être élu au suffrage universel direct. Les premières élections ont lieu en 1996. Taïwan est vraiment une démocratie qui est très jeune. C'est une démocratie qui date grosso modo des années 90. Et ça s'explique, je veux dire, aujourd'hui, quand j'ai dit tout à l'heure que Taïwan était une démocratie qui était exemplaire, c'est que je pense que ça s'explique. Déjà, le peuple, la société taïwanaise a réussi à passer progressivement et sans révolution d'un régime de dictature à un régime démocratique. Il y a plusieurs arguments qui peuvent expliquer pourquoi Taïwan ne fait pas partie de la Chine, pourquoi Taïwan c'est un État souverain. Ce que nous gêne beaucoup, c'est d'utiliser le mot réunifié. Bien sûr. Réunification de Taïwan.
Pour nous, c'est vraiment annexé. C'est une annexion pour nous. Donc Taïwan, la République de Chine, n'a jamais fait partie de la République populaire de Chine, puisque la République populaire de Chine qui a été proclamée en 1949 n'a jamais posé un seul pied à Taïwan. Peut-être qu'aussi il faudrait quand même préciser sur la dimension du système politique, pourquoi, pour les auditeurs donc, français, pourquoi est-ce que Taïwan ne fait pas partie de la Chine. C'est tout le débat qui est un peu sans fin sur est-ce que Taïwan est indépendant, pas indépendant. Ça, c'est un débat de juriste. Pour un chercheur en sciences politiques, l'île de Taïwan, c'est une population, donc 23,5 millions d'habitants, c'est un gouvernement et un parlement qui sont élus par le peuple, et donc, de facto, dans les faits, Taïwan est un système politique qui vit par lui-même, qui est autonome, qui a des relations avec beaucoup d'autres pays, même si aujourd'hui Taïwan n'est reconnu que par 14 pays, mais le Taïwan a des relations avec entre 70 et 80 pays dans le monde, avec lesquels Taïwan a des représentations et surtout a des échanges. Et donc en fait, la question de est-ce que c'est ou pas un État indépendant, ça c'est une question à la limite qui appartient aux Taïwanais. Par contre, pour les étrangers, la manière de percevoir Taïwan, c'est que en fait c'est un pays qui fonctionne comme n'importe quel autre pays. Sur la relation Europe-Taïwan, Europe-Chine. Alors déjà la relation Europe-Taïwan, Europe-Chine, elle a beaucoup évolué ces dernières années. C'est une évolution qui est progressive depuis 2016-2017, mais encore une fois, 2020 a vraiment été une année de rupture. Covid Oui, alors principalement le Covid, mais pas que. Je vais commencer par la relation entre l'Union Européenne et la Chine. Et donc, en 2020, il y a eu évidemment la pandémie de Covid-19 qui a commencé en République populaire de Chine, et puis ensuite s'en est suivi une politique chinoise qui a beaucoup contrarié en Europe parce qu'il y a eu ce qu'on a appelé la diplomatie du masque par exemple, où la Chine a essayé un petit peu de se présenter en fait comme un pays extrêmement responsable en tentant de faire oublier que le virus venait de Chine, mais les gens ne sont pas trop bêtes non plus, quoi. Et puis surtout ensuite, et ça a vraiment été important, il y a eu une attitude de la part des diplomates chinois extrêmement virulente, voire brutale, et c'est un phénomène qui était tellement important. Le loup carrière. Voilà. C'était un phénomène qui était tellement important que dans les médias, y compris en Chine, on a donné un nom à ce nouveau comportement des diplomates, et on a appelé ça la diplomatie des loups guerriers. On a commencé à parler des diplomates chinois comme des loups combattants. Et particulièrement en France, l'ambassadeur de Chine à Paris est l'une des figures de ces loups guerriers. Il a fait énormément de déclarations, il a aussi publié des tribunes sur le site internet de l'ambassade, etc. En attaquant parfois des parlementaires français, voire le gouvernement ou des chercheurs. En 2020, il y a vraiment eu une tension entre l'Union Européenne et la Chine à propos du Covid-19. En plus de ces tensions-là, il y a eu la répression à Hong Kong qui a continué. Alors il y a eu les grandes manifestations de l'été 2019. Et puis en 2020, le 30 juin 2020, il y a eu le vote de la loi de sécurité nationale à Pékin qui a mis fin au statut de un pays, deux systèmes avec Hong Kong et qui en fait a remis Hong Kong entièrement sous le giron de la République populaire de Chine. Et après, il y a aussi des Ouïghours. Et voilà. Et c'est l'exemple que j'avais. Non, mais c'est exactement ça, c'est exactement ça. Il y a aussi eu, alors les Ouïghours, ça date pas de 2020, encore une fois. Les premières révélations datent de fin 2017, avec la construction de camps de rééducation. Tiens, rééducation. L'ambassadeur chinois en a parlé hier à la télé, il veut rééduquer les Taïwanais. J'en suis désolé de cette déclaration intempestive. Le fait est que donc il y a eu la construction de camps de rééducation massifs à travers toute la région du Xinjiang pour les Ouïghours, notamment sur du travail forcé et sur des conditions qui sont même proches du génocide. Et certains pays, y compris l'Assemblée nationale en France, a reconnu que la répression des Ouïghours au Xinjiang avait un caractère génocidaire. Donc en fait c'est tout un contexte en 2020 du Covid-19 jusqu'aux Ouïghours qui a fait que là tout le monde s'est un petit peu crispé en Europe en disant mais en fait la Chine là, quelle direction ils sont en train de prendre quoi. Relation Europe-Taïwan relation Europe-Taïwan, c'est exactement comme une balance. À mesure que la Chine
à renforcer la coercition, voire son agressivité à l'égard de Taïwan, et à l'égard pas que de Taïwan, hein, de l'Europe, de Hong Kong, de Xinjiang, de l'Europe, puisque, je l'ai dit, y compris en France, la Lituanie, depuis décembre, le commerce bilatéral avec la Lituanie a été totalement interrompu. J'ai cité l'exemple de la République tchèque, après que le président du Sénat soit allé à Taïwan, il y a eu des mesures de rétorsion très fortes contre la République tchèque, et puis surtout il y a des menaces. Il y a des menaces très régulières contre l'Allemagne, contre la Suède, contre la France. Donc tout le monde voit bien qu'on ne peut plus traiter de la même manière avec la République populaire de Chine qu'avant. Et voyant que la République populaire de Chine a une attitude de plus en plus brutale à l'égard de Taïwan, eh bien tous les pays sont en train de revoir leur position, rééquilibrer leur position pour dire il faut qu'on montre un peu plus de soutien à Taïwan, sinon la Chine va penser qu'elle peut faire ce qu'elle veut. Donc on a vu vraiment ces dernières années un soutien beaucoup plus clair de la part de nombreux, alors les parlements surtout, hein, et encore certains responsables politiques dans l'Union européenne ont eu des déclarations. Et puis j'ai cité tout à l'heure Josep Borrell, là, le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, qui lui s'est prononcé à plusieurs reprises et de manière très ferme en disant que l'Union européenne avait besoin de Taïwan, et donc on condamnait toute coercition, voire toute menace et intimidation de la Chine envers Taïwan. Il y a beaucoup de Français qui soulignent la directive française du gouvernement français qu'on ne connaît pas Taïwan. Taïwan, c'est pas un pays, c'est notre politique. On peut laisser tomber Taïwan. On a une représentation de la France à Taipei. Et vice-versa, Taïwan a un bureau de représentation de Taïwan en France. C'est là où la Chine fait exprès de ne pas comprendre. C'est qu'en fait, beaucoup de pays ont une politique d'une seule Chine, mais ça ne veut pas dire que c'est la même définition pour chacun. Pour les États-Unis, par exemple, ils ont voté une loi en 1979, le Taiwan Relations Act, qui dit que en 1979, les États-Unis ont cessé de reconnaître Taïwan comme la Chine. La représentante de la Chine. Et voilà, et ils ont reconnu la République populaire de Chine à la place. Mais le Congrès a voté une loi pour continuer d'avoir des relations avec Taïwan. Les États-Unis se sont engagés à fournir à Taïwan des équipements d'autodéfense. Quand les États-Unis disent on respecte la politique d'une seule Chine, c'est pas la même définition d'une seule Chine que celle de Pékin. Le fait est qu'aujourd'hui, on ne peut pas reconnaître à la fois la République populaire de Chine et avoir des relations diplomatiques avec la République populaire, et on ne peut pas avoir en même temps des relations officielles avec Taïwan. Ça, tu es d'accord avec ça? Oui, c'est ça. Donc, on ne peut pas faire les deux. Donc, il faut choisir. Il y a 14 pays qui ont choisi Taïwan, et tout le reste a choisi la République populaire de Chine. La France, comme tous ses autres partenaires, doivent choisir avec qui ils ont des relations diplomatiques officielles. Donc, le choix qui a été fait en 1964 par le général de Gaulle, ça a été de reconnaître la République populaire de Chine aux dépens de Taïwan. Mais on a entretenu, et on entretient toujours, des relations avec l'île. Le fait de reconnaître la République populaire de Chine comme représentante de la Chine, ça ne veut pas dire ce qu'on pense de Taïwan. C'est ça. Donc il y a une subtilité dans ce que je dis. Reconnaître la République populaire de Chine, ça n'a pas d'implication sur qu'est-ce qu'on pense du statut de Taïwan. On ne peut pas dire qu'on pense que Taïwan est une province de la Chine. Exactement. Il y a des Français qui me demandent pourquoi Taïwan doit être indépendant. Parce que si un jour la Corse veut déclarer l'indépendance, la France n'accepterait pas. Faut voir après le processus. D'ailleurs, je ne sais pas si la France n'accepterait pas, si ça se fait dans un processus démocratique. Bon. Mais est-ce qu'on peut vraiment comparer à la Corse et Taïwan? Je risque d'énerver certains de mes compatriotes français, donc je vais rester sur Taïwan. D'accord. Mais non, ce que je veux dire, c'est que les deux contextes n'ont rien à voir. Taïwan, aujourd'hui, il y a un gouvernement qui est élu démocratiquement, il y a un parlement, il y a un pouvoir, un système judiciaire qui est fonctionnel, il y a une population. C'est un pays qui fonctionne et qui est autonome. Donc déjà, pour moi, c'est un premier élément qui fait qu'il n'y a pas de comparaison à voir avec la Corse, puisque en Corse, il y a certes une administration, un système de santé, tout ce que je viens de dire, mais qui appartient à la République française. Donc pour le moment, la question de la Corse, c'est plutôt est-ce qu'ils veulent un jour devenir indépendants. Mais en tout cas, à Taïwan, la question, c'est pas est-ce que Taïwan voudra un jour être indépendant. Le fait est qu'aujourd'hui, de facto, Taïwan fonctionne comme un État indépendant. Donc c'est pour ça que je crois que la comparaison
avec la Corse n'a même pas lieu d'être. Je trouve que les Français, ils sont par nature contre les États-Unis. À chaque fois quand les États-Unis viennent à Taïwan ou les États-Unis s'approchent avec Taïwan, certains Français qui disent c'est l'impérialisme. Pourquoi? T'as raison, je crois qu'il y a un phénomène assez ancré dans la société française, une sorte un certain anti-américanisme un peu traditionnel en France, qui est probablement un héritage de Charles de Gaulle, du général de Gaulle, qui, sans être peut-être totalement anti-américain, était profondément indépendant ou indépendantiste à l'égard du partenariat, de l'alliance avec les États-Unis. Il y a toujours une espèce de méfiance vis-à-vis des États-Unis, vis-à-vis du discours américain, qui parfois peut-être beaucoup de Français pensent que derrière le discours américain, notamment sur la démocratie ou les droits de l'homme, en réalité il y a des intérêts de puissance, il y a des intérêts hégémoniques. Là il y a eu un contre-exemple récemment puisque avec la guerre en Ukraine, les Américains et le renseignement américain alertaient et nous alertaient, Français et Européens, en disant c'est grave ce qui se passe et il y a un risque d'invasion de la part de Vladimir Poutine qui est imminent et on n'a probablement pas interprété de la bonne manière le renseignement dont on disposait et donc on n'a pas vu venir l'invasion de l'Ukraine. Et puis on aime bien ça, les Français, c'est un peu Astérix et Obélix, voilà, c'est un peu les Gaulois qui sont fiers de leur position, qui ne veulent pas être influencés, qui ne veulent pas que leurs décisions politiques soient déterminées par une autre puissance qui serait plus puissante et qui contraindrait la France et la population française à prendre telle ou telle direction. Les Américains, il a fait des erreurs, mais la Chine aussi, il est en train de faire des erreurs. Mais pourquoi il y a des gens qui choisissent de ne pas voir ce qui se passe, ce qu'ils sont en train de faire les Chinois? Alors, ils choisissent de ne pas voir, ou c'est peut-être aussi des gens qui ont des positions politiques et idéologiques déjà assez claires et qui sont très 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 anti-américains et de manière générale très favorables aux pays autoritaires. Et en général, ces mêmes gens qui vont attaquer les États-Unis sur la visite de Nancy Pelosi, ils vont aussi saluer Vladimir Poutine sur telle et telle décision et ils vont trouver que Xi Jinping est un dirigeant exemplaire. Donc ça en fait, c'est un positionnement qui est avant tout idéologique, donc c'est pas une analyse précise du développement des relations internationales et donc de la visite de Nancy Pelosi en l'occurrence. Et donc en général, ces gens-là sont très fortement marqués à l'extrême droite de l'échiquier politique, voire à l'extrême gauche. Et on a vu certaines positions de part et d'autre, que ce soit de Jean-Luc Mélenchon par exemple sur les Américains avec Taïwan. Et je crois que ça vient aussi d'une fascination de ces extrêmes pour les régimes forts et les régimes autoritaires, voire carrément dictatoriaux. Mais l'opinion publique française à l'égard de la Chine, et j'ai travaillé là-dessus en 2020 dans le cadre d'une étude européenne collective sur les opinions publiques. L'opinion publique française et globalement européenne à l'égard de la Chine s'est très très fortement dégradée ces dernières années et particulièrement depuis 2020. Donc je ne sais pas si l'image des États-Unis s'améliore, peut-être pas. Peut-être pas. En tout cas, je sais que l'image de la Chine se dégrade très fortement. En plus, avec ce qui se passe là maintenant, ça va encore dégrader, je pense. Absolument. On peut faire toutes sortes d'hypothèses, mais je pense que l'attitude de la Chine, et particulièrement les exercices militaires qui sont inédits dans l'histoire, finalement, ces exercices-là vont être extrêmement dommageables à l'image de la Chine. Et là, ça ne va faire que accentuer les choses. Et donc là, en fait, on entre même dans une situation un petit peu de non-retour, une sorte d'impasse, où l'ensemble des membres de l'Union européenne convergent tous, il y a un très large consensus sur la perception de la Chine. Ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Avant même 2019, c'était il n'y a pas si longtemps quand même, il y a à peine 3 ans, il y avait encore des avis complètement divers sur la Chine au sein de l'Union européenne. Il y avait certains pays qui disaient oui, il faut qu'on fasse beaucoup de commerce parce qu'il y a beaucoup d'opportunités, il faut qu'on signe un accord global sur les investissements. Il y avait des pays qui étaient au contraire à dire il faut absolument se méfier, il y a beaucoup trop d'influence, il y a beaucoup trop d'investissements chinois dans des structures stratégiques. Aujourd'hui, globalement, le débat il est plié. Aujourd'hui, il y a un très large consensus et tout le monde s'accorde à dire que oui, il y a un risque. Il y a un risque pour les entreprises européennes qui vont investir en Chine et puis il y a un risque aussi des investissements chinois en Europe qui peuvent menacer
certains secteurs industriels stratégiques européens. Moi, j'ai beaucoup appris. Merci beaucoup, Mac. Bon, c'est ce qu'on peut apprendre aussi sur cet événement, cette visite de Nancy Pelosi à Taïwan. Je suis très très ravie de pouvoir échanger le point de vue français, taïwanais, européen, taïwanais. Donc j'espère que cette vidéo va vous aider aussi. Bon, merci beaucoup encore une fois, Marc. Au revoir, 谢谢，下次再见，拜拜。